Bienvenue sur Mobility TV pour parler électricité et plus précisément électrification des flottes. Que disent les chiffres aujourd'hui? Où en sommes-nous? Comment se comportent les entreprises, contraintes, on le sait, à devenir plus propres dans leur plan de déplacement? Et puis les immatriculations qui sont à la hausse en 2019 pour les véhicules électriques et les hybrides rechargeables. Ces immatriculations sont-elles suffisamment encourageantes? En gros, quels sont les freins, quelles sont les perspectives? On va en parler avec nos invités. Je suis ravi d'accueillir Lionel French-Keogh, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de Hyundai Motor France. Jean-Loup Savigny, bonjour. Bonjour. Directeur commercial de LeasePlan, leader commercial et marketing de LeasePlan, qui est le leader mondial de la gestion de parcs. LeasePlan est présent dans une trentaine de pays, c'est bien ça, dont évidemment la France. Emeric Schedecker, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur des ventes entreprises chez BMW France. Jean-Christophe Lefebvre, Flottes Automobiles. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour. C'est le magazine qui accompagne les professionnels dans la gestion de leur parc automobile. Et puis Patrick Martinelli, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur délégué innovation, projet et expertise automobile flotte chez Orange. Orange qui a une flotte conséquente, on en parlera dans un instant. D'abord avec vous Jean-Christophe, l'état des lieux, où est-ce qu'on en est très précisément sur l'électrique? Peut-être un mot des particuliers et surtout bien sûr des entreprises. Alors, si on se limite à la France, il y a une croissance là, sur les 4 premiers mois de l'année qui est supérieure de 50% à l'année dernière. On pourra évoquer rapidement les raisons pour lesquelles il y a quand même ce qu'on peut appeler un boom, qui porte sur quelques milliers de véhicules. Donc on n'est pas du tout dans on est parti pas beaucoup, effectivement. Ça, c'est que pour les véhicules électriques. Et pour les véhicules hybrides rechargeables, on parle bien des hybrides rechargeables, on laisse de côté l'hybridation simple, qui est un autre sujet, on a aussi une forte croissance. Ce qui est intéressant, c'est de faire la part des choses entre ce qui est devenu obligatoire pour les entreprises, pour les grosses flottes, pour l'administration, pour les transporteurs hors utilitaires et hors camions et bus, qui sont eux aussi très très impactés, pour voir dans quelle mesure c'est l'offre de véhicules qui est enfin pérenne et enfin suffisante pour que les entreprises basculent là-dedans, ou si finalement elles ont été obligées de le faire parce que derrière on leur a demandé, chez Orange on pourra tout de suite évoquer le sujet, de baisser le CO2 et les émissions de particules. Il y a des contraintes, il y a une fiscalité, enfin il y a tout un environnement. Vu de votre fenêtre, je dirais, Lionel French-Keogh chez Hyundai, est-ce que vous dites c'est une vraie poussée? C'est parti ou pas? Je dirais qu'effectivement, aujourd'hui, la sensibilisation de l'ensemble du marché, finalement, parce qu'une entreprise, c'est aussi finalement l'accumulation d'individus. Donc cette sensibilisation globale amène un certain nombre d'entreprises à prendre des positions finalement volontaristes. Parfois en opposition avec les coûts de détention, donc sur ces technologies-là. Et donc évidemment, il y a une croissance qui est une croissance réelle, qui vient aussi par l'augmentation de l'offre, qui est aussi évidemment un enjeu important, et qui permet au final un élargissement, on va dire, de la volumétrie de ces voitures, qu'elles soient 100% électriques ou hybrides rechargeables, même si effectivement le gros des voitures électrifiées reste l'hybridation simple. Aujourd'hui sur le marché. Vous avez fait un beau début d'année par rapport à 2018, là, disons les 5 mois. Si vous voulez, depuis le début de l'année, les voitures électrifiées, donc là je vais inclure l'hybridation classique, c'est à peu près 15% de nos commandes. Donc c'est bien plus important que ce qu'on avait pu faire l'année dernière. Et ça devrait représenter 20% de nos commandes sur l'année complète. Donc bien au-dessus de ce que ça représente sur le marché, aussi parce que effectivement on a aujourd'hui au portefeuille, on va dire, l'intégralité des technologies électrifiées disponibles à la vente. Oui, maintenant on a les technologies. Jean-Loup Savigny, vos clients, vous les sentez contraints et forcés? Ils y vont? Non, nos clients, notamment les gestionnaires de parc ou les acheteurs, leur métier, c'est de profiter des opportunités du marché et d'optimiser les flottes. Jusqu'à maintenant, l'électrique avait 4 freins. C'était l'autonomie, le choix des véhicules, les infrastructures de recharge et le coût de détention qui était quand même encore assez élevé par rapport à... Qui est un coût mensuel pour les entreprises. Qui est un coût mensuel et qui est comparé avec des véhicules thermiques. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de choix.
Il y a des constructeurs qui ouvrent maintenant des gammes et des gammes qui ressemblent à des berlines thermiques. Donc il y a une attractivité sur les modèles et sur des véhicules sympas. Donc le choix s'élargit. L'autonomie est de plus en plus importante. Hein. On touche maintenant facilement 200 km sur des véhicules réels, hein, comme on dit dans les réels, et on est à 400 km sur du premium. Donc l'autonomie commence à se développer. Les infrastructures de recharge, on en attend 100 000 en France d'ici 2022. Donc ça couvre quand même une partie du sujet. Et le coût de détention, ça aussi, c'est un autre problème. Il baisse parce que je pense qu'il faut forcer le destin de l'électrique. Nous, en tant que loueurs, on doit forcer ce rééquilibrage du mix, parce que demain, on aura de plus en plus de véhicules électriques et on doit préparer le marché du véhicule d'occasion à absorber ces volumes-là. C'est la raison pour laquelle vous avez annoncé qu'en 2030, de toute façon, votre parc de LLD serait totalement électrifié. Exactement, pour toutes ces raisons. Et c'est aussi pour ça que notre métier aujourd'hui, c'est pas simplement de proposer de la location de véhicules électriques, mais c'est de proposer des solutions électriques qui intègrent l'installation de batteries, de charges dans les entreprises, avec des refacturations personnelles et professionnelles. Et il faut accompagner les entreprises vraiment à développer ces solutions-là, parce que c'est quand même des solutions d'avenir. Absolument. Aymeric Schedecker, vous avez démarré BMW parmi les premiers avec la i3, enfin, qui est une petite voiture, mais elle commence à avoir une dizaine d'années, non, d'existence. Tout à fait. Donc 2013, lancement de la marque BMW i avec i3. Donc clairement, l'électrification a fait très tôt partie de la stratégie de BMW Group pour le développement et des ventes. Et donc i3 lancé en 2013. Et aujourd'hui, l'électrification continue à être un des axes, un des piliers très importants de notre stratégie. Sur tous les modèles. Sur tous les modèles, il y a une réelle volonté, en tout cas, d'adapter les outils de production pour que ces outils de production puissent à la fois proposer du thermique, à la fois proposer du plug-in hybride et à la fois de l'électrique. Et clairement, dans les chaînes de production, à partir de 2020-2021, vont être toutes branchées de la même manière. Et même question qu'à Jean-Loup Savigny, vous sentez chez vos clients un besoin d'électrique ? Il y a un besoin d'électrique. Oui. L'électrique, c'est une vraie opportunité, comme disait Jean-Loup, une vraie opportunité pour les entreprises. Il y a des coûts, des TCO qui sont avantageux sur l'électrique. Et aujourd'hui, il y a des entreprises qui qui franchissent le cap et qui, clairement, avec on va dire, l'offre qui s'élargit, eh bien, accompagne l'évolution de l'électrique. Patrick Martinelli, on termine ce tour de table avec vous. Qu'est-ce que ça pèse, la flotte Orange ? Déjà, tout compris, avec le thermique. La flotte d'Orange, c'est en gros 18 000 véhicules. Ah oui. C'est quand même une belle flotte. On fait partie des 5 ou 6 plus grosses flottes de France. Et actuellement, nous avons dans cette flotte de 18 000 voitures 700 véhicules électrifiés. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup parce qu'il y a eu beaucoup de freins sur ces véhicules électriques. On a cherché à mettre en place du véhicule électrique depuis 2012. Et on a mis des Twizy pour commencer. Et puis on a évolué petit à petit. Et on a toujours beaucoup de freins. Et jusqu'à présent, jusqu'à cette année, je pense, un manque d'offres de la part des constructeurs également. Ah, vous dites manque d'offres ? Oui. On commence maintenant à avoir une offre qui se complète. J'ai 2 de mes fournisseurs favoris en véhicules électriques autour de cette table. Qui utilise l'électrique chez vous ? Le garçon ou la fille qui va venir installer la fibre chez moi, elle va venir avec une petite camionnette électrique, on n'est pas encore là. Pas encore. Alors, quand on utilise des véhicules à 2 places, des véhicules de société, je vais y arriver, merci, on commence maintenant à avoir pas mal de véhicules électriques. On a de la Zoé, on a de la Leaf, on a de la Hyundai qui rentre, etc., pour faire ce genre de choses. Pour des cadres supérieurs, on a beaucoup de BMW i3, on en a placé pas mal dans la société. Un mot de l'autonomie ? Là, on en est où par rapport à 2013 quand elle a démarré ? On a une autonomie qui a aujourd'hui à 360 km. Réel. En réel. Avec la double. Oui, avec. Double, je sais pas comment on l'appelle, double charge, enfin pas double charge, mais. Extender. Oui, voilà. Non, 360 en BEV, en 100% électrique, norme WLTP. D'accord, très bien. Ce qu'il y a d'intéressant chez Orange, pour M. Martinelli, c'est que récemment, ils se sont engagés, je ne vais pas parler pour vous, mais c'est pour que vous puissiez réagir, c'est de supprimer les véhicules diesel
de les remplacer par des véhicules essence, et par conséquent cette opération augmente le CO2 et Orange s'engage à compenser cette augmentation globale d'émissions de CO2 à cause de l'essence par des véhicules électriques. Donc ça fait partie des grosses flottes qui sont moteurs sur, on donne l'exemple. La stratégie était la suivante. On était fixé sur un volume de CO2 qu'on a fixé à 117 grammes pour être juste autrefois en dessous ou à la limite de ce que disait le gouvernement pour l'équilibre bonus-malus. Et puis la norme WLTP arrivant, les contraintes du diesel bashing étant là, on a décidé de passer aux véhicules à essence, mais du coup on a une grosse augmentation de l'émission de CO2 sur notre flotte. Donc on a décidé... Le paradoxe infini de cette législation, absolument. Et donc on a décidé effectivement de non plus fixer une valeur de CO2 par véhicule, mais une valeur de CO2 moyenne pour le catalogue que l'on retouche tous les 6 mois. Ce semestre-ci, on est à 106 grammes. Quand on rentre des voitures qui sont à 130, 140, voire 150 grammes, parce que le WLTP et l'essence nous amènent à de tels chiffres, si on veut arriver à 106 grammes, faut qu'on pousse le véhicule électrique ou le véhicule hybride pour pouvoir réduire la facture en termes de CO2. Et si j'ai bien compris, on n'a encore rien vu par rapport à ce que nous promet la Commission européenne en termes de tour de vis. Oui, enfin c'est 95 grammes fixés, puis des objectifs toujours plus bas. Maintenant, effectivement, c'est pas forcément ça qui va forcer le marché électrique si les acteurs sont pas présents. C'est surtout des leaders qui doivent donner l'exemple et des TCO qui doivent baisser. C'est quand même une règle d'or dans n'importe quelle entreprise, dans un système bien conçu, c'est qu'on est le plus efficace possible en dépenses. Jean-Luc Savigny, vous êtes présent dans 32 pays, vous l'avez dit tout à l'heure, vous vous occupez de la France, mais nos voisins, ils font mieux que nous en termes d'appétence pour l'électrique? C'est une vraie bonne question, et on a sorti un classement des différents pays dans lesquels on était présent, et la France est en 12e position. En 12e position, quand on regarde les infrastructures de charge, la maturité du marché et les incentives gouvernementales. Et donc c'est sûr que par rapport à des pays nordiques qui sont très en avance et qui ont une électrification, mais même si on compare avec les Pays-Bas, on est très très loin de ce qui se fait. Et c'est sûr que c'est pas simplement un ou deux acteurs ou les constructeurs isolément ou nous isolément ou des clients qui décident de faire quelque chose qui permettront d'accélérer l'électrification des flottes françaises. Il faut quand même souligner que les entreprises sont les premières à entreprendre une démarche vertueuse, et ça depuis de nombreuses années. Je connais bien cette activité depuis plus de 20 ans, et on constate qu'en 10 ans, on est passé de 140 grammes en moyenne d'émissions de CO2 à moins de 110 grammes, et les entreprises sont les premières vraiment à entreprendre cette démarche. Et en parallèle, les entreprises... hommage aux constructeurs pour l'incroyable, formidable capacité d'adaptation. Exactement. Et les entreprises qui font en sorte que leur parc soit plus propre, et donc on refabrique des véhicules d'occasion qui sont plus propres que le particulier aujourd'hui, qui a un véhicule qui a en moyenne 9 ans ou 10 ans et qui pollue énormément. Est-ce que vous diriez qu'il y a des diesels parfaitement propres aujourd'hui? Messieurs. C'est le constructeur qui va parler, là, peut-être. Lionel French-Hyundai. Est-ce que vous avez des clients qui vous demandent encore, des entreprises qui vous demandent encore des diesels? Bien sûr. Alors oui. Alors pourquoi? Il faut être clair. Effectivement, il n'y a pas que des flottes de la taille d'Orange, il n'y a pas que des entreprises qui ont les moyens d'avoir, une position volontariste par rapport à ces problématiques-là. Je veux dire, c'est bien parce que finalement l'exemple arrive très souvent par le haut, mais la grosse majorité des flottes, et Jean-Loup pourra le dire mieux que moi, aujourd'hui continuent à rouler au diesel, simplement parce que par rapport à l'usage que les gens ont du véhicule, le diesel reste pour beaucoup de flottes le plus adapté à l'usage des gens qui sont dans l'entreprise, et donc légitimement, normalement, ces entreprises-là achètent du diesel. Et voilà, après, je ne veux pas rentrer sur le débat diesel propre à propre, parce que de toute façon, au final, je pense que c'est un sujet qui est difficilement audible aujourd'hui, en France en tout cas, mais de manière générale. Sauf que quand on demande une vignette critère, là, c'est pas le débat public, là, c'est la réglementation. Donc on peut avoir une vignette critère, je ne sais plus quelle est la couleur idéale, à part l'électrique, avec un diesel. On peut l'avoir aujourd'hui? Non, d'accord. On est deux uniquement, d'accord. Est-ce que BMW estime produire
juste, je referme la parenthèse après sur le diesel, estime produire des diesels pratiquement, propres, beaucoup plus propres que... Oui, tout à fait. Moi, oui, on a alors, clairement, là, les diesels modernes, aujourd'hui, rentrent, en tout cas, ont les critères pour répondre aux exigences environnementales. On a un modèle qui est le modèle 520D, qui a été récompensé dans plusieurs magazines en Allemagne, qui ont des émissions de NOx qui sont inférieures à des motorisations essence. On est vraiment sur des moteurs diesel aujourd'hui qui sont très pertinents, et c'est pour ça que BMW Group continue aussi à investir dans le diesel, parce que comme vous disiez, il y a un usage qui répond à ces véhicules diesel, à ces motorisations diesel. Il faut aussi accompagner ce type d'utilisateurs. Encore des entreprises choisissent 70% cette année. Donc une fiscalité en France, une fiscalité qui favorise de toute façon le CO2. Donc voilà, par essence, si je puis dire, et en plus le prix du litre est aussi inférieur. Tout converge pour dire c'est quand même le diesel, et plus les véhicules sont gros, plus c'est vrai. Ce qui est moins vrai chez Orange peut-être, où les véhicules sont plus petits, hors utilitaires. C'est surtout que les véhicules que je prends maintenant pour 4 ou 5 ans, je les aurai en 2023. Et en 2023, j'aurai plus le droit de rentrer dans Paris en diesel. Voilà, si je veux que mes techniciens continuent à travailler en 2023 avec la voiture que je leur fournis aujourd'hui, elle doit être sans diesel. Mais vos clients entreprises n'ont pas ce raisonnement de se dire mais pourquoi à Paris. Non, mais bien sûr. Oui, mais ce qui se passe à Paris va se passer à Lyon ou à Bordeaux dans peu de temps. C'est à Paris, mais il y a quand même un juge de paix aujourd'hui, et je reprends les critères qui ont fait que l'électrification n'était pas encore assez développée. C'est le choix, l'autonomie, l'infrastructure et le coût de détention. Le coût de détention pour une entreprise, on peut pas. Une entreprise qui augmente de 10% son coût de détention quand elle a 100 véhicules en parc, ça veut dire que c'est l'équivalent de 10 voitures supplémentaires. Donc tout le monde doit faire extrêmement attention. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'alternative en TCO pour des rouleurs au-delà de 30 000 km par an, c'est toujours le diesel qui est le mieux placé. Qu'est-ce que je fais comme fourchette d'économie avec un électrique aujourd'hui en flotte? C'est peut-être difficile de donner la réponse comme ça, mais j'achète 10 voitures électriques par rapport à 10 voitures diesel. Pour moi, c'est en fonction de votre loi de roulage. C'est-à-dire, si vous faites 10 000 km par an, vous allez avoir un TCO qui va être très proche du thermique. Et c'est déjà presque une économie, parce que sur le long terme, si le carburant continue à augmenter, les coûts d'après-vente augmentent, etc., vous faites une économie. Si au départ, vous êtes à prix équivalent, ça veut dire que dans le temps, vous ferez une économie. Mais ça ne concerne pas tous les rouleurs dans une entreprise. C'est ceux qui font 10 000 km par an. Et c'est ceux qui choisissent des véhicules qu'on trouve sur le marché et avec lesquels ils pourront rouler, comme c'est le cas d'Orange. Donc ça va s'intensifier avec le choix et le nombre de véhicules disponibles sur le marché, ça va s'accélérer. Nous, aujourd'hui, en 4 mois, on a fait autant de voitures électriques que l'année dernière sur toute l'année. Donc on voit bien que c'est 4 mois pour faire 2018. 3 fois plus. Et encore, on n'a pas une gamme très large de véhicules électriques. Donc le mouvement est en marche, si je puis dire. Mais oui. Vous vouliez dire quelque chose? En termes de TCO, nous, les calculs qu'on a pu faire, effectivement, la valeur faciale, c'est-à-dire la pure location du véhicule sur un véhicule électrique reste plus chère qu'un véhicule thermique. On a des meilleures remises sur les véhicules thermiques. Les valeurs de reprise sont également plus élevées sur les véhicules thermiques. J'entends avec bonheur ce que vous avez dit tout à l'heure. Mais le coût de l'entretien est inférieur. Et le coût du carburant a énormément augmenté. Et on avait déterminé, et la fiscalité également, on avait déterminé il y a quelques années, avant d'avoir toutes ces taxes supplémentaires, ces taxes carbone sur le carburant, qu'à partir du moment où le baril de pétrole était aux alentours de 75 à 80 $, on avait des TCO qui s'équilibraient entre le véhicule électrique et le véhicule thermique. Or aujourd'hui, il est à 78 ou 80, donc on est en plein dedans. Et s'il continue à monter, s'il passe à 90, le TCO du véhicule électrique sera inférieur au TCO du véhicule thermique. Lionel Schwarzkopf, qu'est-ce qu'il y a comme frein? Quel est le frein le plus important aujourd'hui qui nuit au développement de l'électrique, selon vous? Jean-Loup l'a évoqué, globalement, encore une fois, la voiture 100% électrique n'est pas adaptée à tous les usages. C'est un des éléments fondamentaux, c'est quand même celui-là. C'est-à-dire que si vous avez des gens qui font des centaines de kilomètres tous les jours et pour qui finalement l'immobilisation du véhicule est un sujet, ils ne peuvent pas rouler à l'électrique. Enfin, parce qu'on parle souvent de l'autonomie, mais pour moi, le sujet, c'est pas tant l'autonomie que le temps de charge, dans les faits. Puisque l'immobilisation de mon véhicule, c'est potentiellement du chiffre d'affaires en moins, et il y a plein d'entreprises qui ne peuvent pas se permettre ça. Donc, l'usage de mon véhicule détermine la technologie que je vais utiliser. Donc, je peux finalement faire du cabotage dans Paris Intramuros, c'est une voiture électrique qui est parfaitement adaptée à mon usage. Maintenant, si je fais 1000 km par jour ou plus, et
et je ne peux pas me permettre d'arrêter ma voiture ne serait-ce qu'une heure parce que derrière c'est du chiffre que je ne ferai pas, je ne roulerai pas à l'électrique. Technologiquement, le problème n'est pas réglé. Hein. Le représentant... Non, mais moi je ne veux pas prendre la défense des constructeurs, mais l'intelligence, c'est de développer une offre adaptée pour chaque usage. C'est-à-dire, on a du 100% électrique, on a de l'hybride rechargeable, c'est valable chez ce que vous avez dans vos offres. On a de l'hybride simple, qui reste parfois et souvent une bonne solution pour contourner la législation qui interdit des véhicules diesel dans les villes. Et puis après, on a ce qui fait encore le gros de l'offre et le gros des flottes, de l'essence et du diesel. Alors, on est parti sur une philosophie qui est la suivante. Il faut prendre le bon véhicule pour le bon usage. Et donc aujourd'hui, plutôt que d'avoir des flottes dans lesquelles on attribue un véhicule à une personne, et cette personne va l'utiliser tout le temps, parfois très bien parce qu'il va faire des longs kilomètres avec un diesel, ou parfois très mal parce qu'il va rouler à l'intérieur de Paris avec un diesel, nous on développe énormément l'autopartage. On a plus de 4000 véhicules aujourd'hui en autopartage, pour que l'utilisateur puisse prendre le bon véhicule pour le bon déplacement. Un électrique quand il rentre dans Paris, un hybride quand il roule en suburbain, et un diesel éventuellement quand il va faire 500 ou 1000 km. Allez, il faut conclure. Une question que m'a soufflé Jean-Christophe en préparant l'émission. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de pénurie à terme de véhicules électriques si l'affaire des batteries tourne mal, au plan mondial, production des batteries? Qu'est-ce que vous en pensez, Lionel Funch? Je pense que la mobilité zéro émission ne passera pas uniquement par les voitures à batterie. Donc ça, c'est le choix qu'a fait notre groupe, de dire, effectivement, la mobilité zéro émission, c'est la direction où il faut y aller, il n'y a pas de débat. En revanche, ça ne pourra pas être fait avec uniquement des voitures électriques à batterie. C'est la raison pour laquelle on a développé en parallèle des véhicules avec pile à combustible qui fonctionnent donc à l'hydrogène. Oui, qui sont pour l'instant, évidemment, assez confidentiels. Et chez BMW ? Chez BMW, ce problème a été anticipé et dès 2020-2021, la nouvelle génération de batteries se passera des terres rares, en tout cas de ces matériaux qui sont aujourd'hui potentiellement... Dans 2 ans. Exactement. Alors il n'y a plus de problème. Il n'y a plus de problème avec les terres rares. Si on fabrique des générations de batteries qui vont régler l'affaire électrique avec l'autonomie, etc. Enfin, tout le ciel est éclairci. Non, il y a toujours un problème. C'est la loi change tous les ans. Voilà. Le règlement change tous les ans et les constructeurs, et pas seulement les constructeurs, sont obligés à chaque fois de tout remettre en cause, de tout recalculer. Chez Orange, on avait calculé 117 grammes. Aujourd'hui, c'est 95 grammes. Donc voilà. Et c'est ça le gros problème. C'est le changement de politique. Donc si je résume votre pensée à tous, et vous êtes tous d'accord là-dessus, un peu de cohérence, mesdames et messieurs, qui vous occupez de cette grave affaire de l'électrique au gouvernement. On est d'accord, tout à fait. D'accord là-dessus, un peu de cohérence. Merci à vous tous d'avoir participé à ce rendez-vous.